Bonsoir, mesdames et messieurs. Vous allez assister aujourd'hui à une séance du tribunal pour les générations futures. Comme vous allez vite vous en rendre compte, nous sommes une juridiction un peu particulière. Nous ne sommes pas une véritable cour et personne ne sera vraiment condamné ce soir, mais les débats qui vont se tenir sous vos yeux n'en sont pas moins d'une grande importance. En effet, le tribunal des générations futures, les questions débattues sont tranchées dans l'intérêt de nos descendants. C'est donc dans l'espoir de leur léguer un monde meilleur que nous allons nous pencher ensemble sur la question suivante. Faut-il encore faire des enfants ? Défense, accusation, greffier, il ne nous manque plus qu'un jury. Et celui-ci aura la lourde tâche, à l'issue de la séance, de prononcer un verdict. Ce jury est composé de 4 personnes tirées au sort dans la salle, mais aussi de tout le reste du public également qui comptera comme une 5e voix. Alors on va passer au tirage au sort des 4 jurés. Donc maintenant nous avons notre jury au complet. Je déclare ouverte cette nouvelle séance est la meilleure car je suis le président juge, c'est moi, Monsieur Poulpe, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. Du tribunal pour les générations futures, attention. Let's go. Nous avons découpé le sujet en 3 chefs d'accusation sur lesquels il vous faudra trancher ce soir. On va les voir à l'écran. Le premier chef d'accusation, faire des enfants, c'est perpétuer des injonctions sociales sexistes. Le choix de ne pas avoir d'enfants est encore mal perçu. Le poids des normes sociales pèse. On entend beaucoup parler d'horloge biologique et d'injonction à fonder une famille. Alors, ne pas avoir d'enfants, est-ce un choix comme un autre? Un choix aussi pour rappeler bien que les femmes sont libres de leur corps et surtout que l'égalité homme-femme semble parfois encore un peu loin. Voilà le premier chef d'accusation. Le deuxième, faire des enfants, c'est contribuer à l'épuisement des ressources. L'humanité vient récemment de franchir la barre des 8 milliards d'individus à travers le monde. D'ici 2100, elle pourrait même atteindre le seuil de 10 milliards. Or, nous avons déjà franchi plusieurs limites planétaires du fait de l'activité humaine. Alors, peut-on assurer la sécurité alimentaire, les ressources en eau et la préservation de l'environnement tout en continuant à niquer, c'est-à-dire faire des enfants quelque part, voilà un terme technique. Et enfin, chef d'accusation numéro 3, faire des enfants, c'est leur imposer de vivre dans un monde inhabitable. Faut-il encore faire des enfants? Si c'est pour leur laisser un monde pourri, auront-ils un avenir dans ce monde qu'on leur laisse, tel un vieux sac Franprix qu'on lâche dans un caniveau? C'est ça notre planète? Voilà, c'était mon coup de gueule de la soirée. On va vous présenter donc la ligne de l'accusation, procureur Pinault et Boitel. Est-ce que vous êtes OK avec tous ces chefs d'accusation? Vous êtes endormis? On est tout à fait OK. On est OK, Monsieur le Président, on assume tout, on est chaud de ouf. Vous êtes chaud de ouf? On est chaud de ouf. OK. En face, nous avons Maître Kouchner et Maître Leonardi. Quelle est votre ligne de défense, Maître? Nous voudrions que la Cour ne perde pas de vue ce qui est au cœur du procès ce soir. Les bébés. Et pour cela, nous voudrions vous présenter, Monsieur le Président, cher public, une première pièce à conviction, plutôt une première petite personne à conviction. Je vais donc demander à l'intégralité de la Cour d'être extrêmement silencieuse, car je voudrais vous présenter Caïs Bousquet. Alors on applaudit comme dans les trucs... on applaudit comme ça. Voilà Caïs. Caïs a 8 semaines. Et en face... Ben en fait, il voudrait que Caïs n'existe pas. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Mais moi, je connais bien Caïs, et franchement, il est sympa. Salut, copain. Merci à vous. Bravo. C'est un argument qui sent un peu la pisse, mais bravo. Merci, Maître. Nous pouvons rentrer dans le vif du sujet pour vous permettre de vous forger une opinion éclairée. Plusieurs personnes vont se succéder à la barre pour exposer leur version des faits. Si tout le monde est bien installé, l'audition du premier témoin peut commencer. Corinne Mayer, historienne, on peut l'applaudir, historienne, économiste, psychanalyste. Je vous sens prête à dire toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Alors attendez, je vais dire la phrase. Alors ok, on y va, ok, on y va. Pouvez-vous jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures? Levez la main et dites « je le jure », Corinne. Je le jure. Oh, waouh! Très sympa. Merci beaucoup, Corinne. Mesdames, messieurs les procureurs, moi-même, président juge, je vous donne la parole. 3, 2, 1, prêt, feu, partez. Bonsoir, Madame Mayer. Bonsoir. Je vais me mettre là comme ça, vous pouvez
Parlez dans le micro. Madame Mayer, est-ce que oui ou non, vous êtes l'auteur du livre dont la couverture s'affiche derrière vous? Oui, c'est moi. C'est vous, c'est pas un homonyme. Non, j'ai effectivement écrit « No Kid, 40 raisons de ne pas avoir d'enfant ». D'accord, et du coup, pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que à l'époque, ce livre est sorti en 2007, et il y avait une grande idéalisation de l'enfant, avec quelque chose d'écrasant dès qu'on parlait d'enfant autour de soi. Il fallait absolument prendre un air extasié. Les mères étaient considérées comme des créatures transformées par la maternité, complètement presque hors de la société, baignées par une sorte de fluide magique et par la grâce d'un accouchement devenir épanouies. Alors ça, le mot épanoui, c'était... Et donc j'ai trouvé qu'il y avait une trop forte idéalisation de l'enfant, à la fois de la personne et puis du devenir parent, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Parmi les écueils de la parentalité que vous identifiez, j'ai cru comprendre qu'il y avait l'idée que quelque part, la parentalité, ça pouvait être un obstacle, et c'est un peu contre-intuitif, au progrès de l'égalité des genres. Comment ça s'explique, ça? Ça s'explique que les femmes effectuent toujours 70% du travail domestique. Elles passent 4 fois plus de temps que les hommes à s'occuper des enfants. Et ce sont des répartitions injustes au sein de la famille qui ne font que s'accentuer parce qu'elles travaillent, elles s'occupent des enfants, elles passent beaucoup plus de temps à s'occuper des enfants que dans les années 70. Donc c'est un mouvement croissant et qui est lié à la pression que la société porte sur elle. Pression des éducateurs, du corps médical, des médias, des proches aussi. Il faut toujours s'en occuper davantage pour les rendre épanouis, éveillés, les rendre aptes à la compétition scolaire, puis à la compétition sociale, et finalement en faire des bons citoyens. Des bons capitalistes. Des bons consommateurs, des bons producteurs, des bons citoyens, tout ce qu'on veut. Et donc dans ce sens-là, au-delà de rendre sexiste, devenir parent, ça rendrait un petit peu de droite, quoi. En tout cas, je crois que ça pousse à une certaine conformité sociale, ne serait-ce qu'à cause du temps qu'on y passe, que les parents y passent, et puis aussi de l'argent qu'il faut, puisque l'enfant coûte très cher. Un enfant coûte 300 000 € en moyenne à ses parents depuis sa naissance jusqu'au moment où il travaille. Est-ce que vous accepteriez de réagir à des propos qui ont été tenus par la journaliste spécialisée dans les études de genre Bettina Zourli? Vous pouvez dire non, hein. Je dis oui. Elle a hoché la tête, ça veut dire oui. En fait, au fur et à mesure de mes recherches, je me suis rendu compte que l'utérus, c'était vraiment un organe central et qui est vraiment peut-être même le nœud, on va dire, des inégalités entre les genres, et qu'en tout cas, c'est un organe qui, historiquement, a toujours été politisé. Il sert à plusieurs objectifs au fil du temps. Ça a été un enjeu religieux, notamment pour la religion catholique, de faire grandir ses rangs avec le fait de faire de plus en plus d'enfants. Ça a été un enjeu guerrier pour avoir de plus en plus d'hommes, en particulier pour être une puissance étatique et donc une puissance guerrière. Ça a été un enjeu économique aussi avec la révolution industrielle, à savoir de pouvoir avoir de plus en plus de mains pour développer l'économie de sa nation. C'est vrai qu'en fait, historiquement, il y a toujours eu cette idée que autant, par exemple, les hommes doivent faire un service militaire et les femmes doivent faire comme un service de procréation, quoi. Je pense que c'est très vrai, effectivement. Je parlerai plus simplement de service des ventres, mais je crois qu'effectivement, les femmes sont supposées donner aux nations, aux pays, des... Il faut pas se laisser déconcentrer. Ça va être un point clé du procès. Je parle au témoin suivant aussi. Donc, sont supposés donner aux nations des consommateurs, des producteurs et des futurs soldats éventuellement, et puis aussi des contribuables. Très bien. Merci, Madame Mayer. Je n'ai plus de questions, Monsieur le Président. Vous êtes sûr? Ah, je suis sûr. Génial. Merci, Madame Mayer. Madame Mayer, nous avons une dernière question pour vous. Avez-vous des enfants? Oui. Ah. Combien, s'il vous plaît? J'en ai 2. D'accord. Ah. Ça se passe bien, les dîners de famille? Ça se passe très bien parce qu'en fait, comme beaucoup de jeunes, ils lisent très peu. Ah. Et ils évitent totalement de lire mes livres. Ce qui fait que finalement, on n'en parle jamais. Et tout le monde me fiche la paix avec ce que j'écris, ce qui est très bien.
On va applaudir le Merci. témoin, Madame Mayer, d'avoir accepté Merci. de venir à la barre. Merci beaucoup, Madame Mayer. Et j'appelle à la barre nos seconds témoins. Elles sont deux. Caroline Vigoureux et Julie Fichera, auteur du livre « Tout s'est bien passé ». Merci, on peut les applaudir. Il y a un petit délire par rapport à la thématique de... Vous n'étiez pas obligé d'aller jusque-là pour participer à la soirée. Je suis pas trop dans le thème, Vous êtes dans le thème, ça c'est évident. On peut clairement poser des cacahuètes sur votre ventre, bravo. Alors, Caroline et Julie, on peut vous qualifier de meilleures amies? Oui. Oui. Par exemple, Julie, c'est quoi sa couleur préférée, Caroline? Le marron. Le marron, super, bah, elle a l'air hyper fun. Très bien. Alors parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Mesdames, de la même manière que le précédent témoin, pouvez-vous jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures? Vous levez les mains, vous dites « je le jure » et vous faites un high five à deux pour montrer que vous êtes les meilleurs amis. Okay. Je le jure. Waouh. Super. Très bien, vous êtes des témoins je ne sais pas si c'est un vrai terme ou s'ils m'ont écrit une vanne. Vous êtes témoins à décharge? On dit ça? Oui. Dans le milieu du droit? Témoins à décharge? Ça fait partie des trucs qu'on peut dire et au lit et dans une cour de justice. D'accord. J'ai déjà vu un film qui s'appelait pareil, bon bref. Vous êtes témoins à décharge, la parole est donc aux avocats de la défense. Merci à toutes les deux d'être là, d'être trois même. Madame Fichera, vous avez appris à 15 ans que vous ne pourriez pas avoir d'enfant. Votre envie d'être mère vous a pourtant conduit aux États-Unis. Vous avez fait le choix d'une GPA, c'est-à-dire une procédure longue et coûteuse. Pourquoi ne pas avoir adopté? Comment s'est construit chez vous votre désir d'être mère? Alors effectivement, à 15 ans, quand j'ai appris que je ne pourrais pas porter d'enfant, finalement, désolée, il y a du monde, bonsoir. Donc à 15 ans, quand j'ai appris que je ne pouvais pas porter d'enfant, j'ai appris que donc j'allais pas pouvoir être mère, alors même que l'envie d'être mère n'était pas encore née. Et donc, en fait, j'ai grandi et je me suis construite en tant que femme avec mon infertilité. Et sur mon envie d'être mère, je dirais que c'est difficile de répondre à cette question parce que c'est quelque chose qu'on fantasme. Et donc, c'est difficile de savoir c'est quoi être mère. Je me suis même demandé si est-ce que j'avais envie d'être mère parce que je ne pouvais pas porter d'enfant. Et finalement, je me suis dit qu'il fallait arrêter d'intellectualiser le sujet et que peut-être qu'il fallait accepter que c'était là et que c'était quelque chose d'inexplicable et que je savais que je faisais le bon choix parce que je prenais le bon chemin. Beaucoup de points communs avec Corinne Mayer, vraiment, merci. Madame Vigoureux, vous avez pu, vous, faire une PMA en France. Dans votre livre, vous décrivez votre maternité comme un accomplissement, voilà, un sentiment d'amour écrasant. Contrairement à l'accusation, nous ne voulons pas opposer les choix de vie. Comprenez-vous les femmes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants? Alors oui, bien sûr, je les comprends tout à fait et je considère même que c'est leur droit le plus strict et leur liberté la plus fondamentale. Et au même titre, qu'il me paraît impensable et impossible de juger le fait de ne pas avoir d'enfant, il me paraît tout autant impossible de juger le fait de vouloir en avoir. Julie, comme moi, le fait de devenir mère a été un combat, et Julie beaucoup plus que moi, puisqu'elle a fait une GPA aux États-Unis et moi une simple PMA en France. Mais dans nos deux cas, le désir d'enfant était quelque chose de très profond, très ancré. Un jour, j'ai entendu un responsable politique dire que le désir d'enfant était irrépressible. Et je pense que le terme est particulièrement juste, à savoir qu'on ne peut pas l'enfouir, ni le mettre de côté, ni le faire taire. Et à partir de ce moment-là, où on touche à l'intime et aux libertés fondamentales, je ne vois pas qui et au nom de quoi pourrait se permettre de juger ou de réguler un désir qui nous est si profond. Juste, pardonnez-moi, mais pour la partie adverse, ils ne sont pas très malins. Je voudrais qu'on répète ce dernier point. On est bien d'accord qu'au fond, pour ce qui est du choix des femmes d'avoir ou de ne pas avoir un enfant, ce qui doit primer, c'est le libre choix de la femme.
Oui, et de toute façon, et dans notre cas, en fait, si on ne m'offre pas la liberté, par exemple dans mon pays, d'être mère, en fait, je vais forcément trouver un autre pays dans lequel on m'offre la liberté de construire une parentalité. Plus de questions, Monsieur le Président. Oh waouh, il drop le mic, ce con. Bravo. Merci. Mesdames Vigoureux et Fichera, merci beaucoup d'être venus. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Dernier témoin sur ce chef d'accusation, j'appelle à la barre Madame Lorraine Lévy, auteure du livre « Mes trompes, mon choix ». On peut l'applaudir, Lorraine Lévy, s'il vous plaît. Comment ça va Lorraine, vous êtes Capricorne? Pas du tout. C'est ce que dirait un Capricorne. Pouvez-vous jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures? Levez la main et dites « je le jure ». La main que vous voulez, celle-là, d'accord? Je le jure. Ok, les deux, très bien. Sympa, généreuse. Lorraine, vous êtes témoin à charge, la parole est au procureur. Bonjour Madame Lévy. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous accepteriez de juste vous introduire qui vous êtes, ce que vous avez écrit récemment en quelques lignes? Bien sûr, je suis journaliste spécialisée dans le domaine de la santé et j'ai écrit récemment un livre qui s'appelle « Mes trompes, mon choix » qui porte sur la stérilisation contraceptive et sur pourquoi elle est taboue aujourd'hui en France en tant que méthode de contraception. Très bien, merci. J'aimerais vous présenter à nouveau un extrait de Betunazurli qu'on a vu tout à l'heure. Un nouvel extrait, est-ce que vous acceptez de le regarder et ensuite on le commentera ensemble? D'accord. Moi, en fait, je ne me suis jamais posé la question de vouloir des enfants ou non, jusqu'à ce que j'ai presque 30 ans et que j'embrasse, on va dire, le schéma tout à fait traditionnel de être en couple hétérosexuel, se marier, avoir une situation financière plutôt stable, etc. Et c'est vrai qu'à partir de là, je me suis dit, ah, bah, c'est marrant, je commence à entendre des phrases qui reviennent et qui sont toujours du même acabit, à savoir que je suis égoïste, que je vais forcément changer d'avis, qu'il y a l'horloge biologique qui va me rattraper malgré moi, etc. Et en fait, c'est ça qui a ouvert le point de départ en me disant, mais pourquoi on dit toujours des femmes qui ne veulent pas d'enfants qu'elles sont égoïstes? Pourquoi mon mari, qui à l'époque avait fait une vasectomie et moi qui n'avais pas eu recours à une contraception radicale et définitive, pourquoi lui n'a pas du tout ce genre de remarques alors que c'est moi qui prends toutes les remarques pour deux, on va dire? Alors là, on avait un petit extrait très rapide. Tout à l'heure, effectivement, on parlait de libre arbitre. Hein, nos avocats ont aimé parler de ça. Effectivement, on a le choix aujourd'hui de faire des enfants. C'est un choix qui est, je pense, admis. En revanche, comment ce non-désir de maternité ou ce désir de non-maternité est reçu en France, que ce soit par le corps social ou par le corps médical? Est-ce qu'on peut parler d'injonction à la maternité? Et effectivement, on peut parler d'une injonction à la maternité qui pèse en quelque sorte sur toutes les femmes en âge de procréer en France. C'est-à-dire que l'opinion publique considère que toutes les femmes désirent, consciemment ou non, devenir mères. Et l'opinion publique ne prend jamais en compte les femmes qui ne veulent pas d'enfants. C'est-à-dire qu'elle associe toujours la femme et la mère, et c'est de cette association en fait, que va naître une espèce d'injonction implicite pour toutes les femmes. Et là où cette injonction pose problème, c'est que en fait, c'est un frein à l'émancipation des femmes, parce que ce n'est pas forcément ce à quoi elles veulent prétendre, et qu'en fait, ça les cantonne encore et toujours, même aujourd'hui, à la sphère reproductive et à la sphère maternelle. Est-ce que vous diriez que du coup, le recours à la contraception définitive, bien qu'il soit autorisé par la loi, est-ce qu'il est réellement, dans les faits, libre ? Sur le papier, il est libre. Dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué. Effectivement, on s'aperçoit que les femmes en particulier, quand elles s'engagent, quand elles souhaitent s'engager dans un parcours de stérilisation, donc de contraception définitive, s'engagent en réalité dans un parcours de la combattante qui peut prendre des mois ou des années parce qu'on leur oppose des arguments comme quoi elles sont trop jeunes, qu'elles vont changer d'avis, qu'elles ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent pour le corps. Lors du récent débat sur la réforme des retraites, on a entendu dire par le porte-parole d'un parti politique que je ne citerai pas, pour que notre système de retraite soit viable, il faut faire des enfants. En quoi cette proposition, venant donc d'un parti dont les initiales seraient René Nadine, qui semble anodine pour certains, en quoi cette proposition est-elle en réalité immensément sexiste ? Alors, les ventres des femmes ne doivent pas être des variables d'ajustement. En fait, dire qu'il faut faire des enfants pour financer le régime des retraites, ça ne tient pas. Déjà parce que concrètement, les enfants qui naîtraient aujourd'hui ou dans 9 mois mettraient des décennies avant de financer quoi que ce soit. Et ensuite, et encore plus grave, c'est parce que cette proposition revient à mettre nos utérus au travail forcé,
pour un calcul politique, pour une politique économique. Et ça, c'est extrêmement dérangeant. En fait, on implique l'intime, on implique des choix de vie, on implique la liberté de disposer de son corps et de son utérus pour une politique économique. Merci beaucoup, Madame Lévy. J'en ai fini pour aujourd'hui. Merci, Madame la procureure. La défense, avez-vous une question pour Madame Lévy? Oui, Lorraine Lévy, j'ai une question pour vous. Contrôler l'utérus, comme René et Nadim, dans un sens ou dans l'autre, n'est-ce pas surtout l'apanage des régimes autoritaires? Est-ce qu'on n'est pas en train de chasser une injonction par une autre? Alors, en fait, contrôler l'utérus, ça peut passer effectivement par deux extrêmes, à la fois par les politiques natalistes qui incitent fortement les femmes à faire des enfants, et à la fois par le contrôle de la fécondité, le contrôle des naissances. Dans les deux cas, on est face à un problème, ça met en péril, on va dire, le principe de justice reproductive qui garantit le droit de faire des enfants et de ne pas faire d'enfants. Malheureusement, ces deux extrêmes ne sont pas réservés, malheureusement entre guillemets, au régime autoritaire. En France, on a une politique nataliste qui est en place depuis le XVIIIe siècle, qui a certes connu son apogée au moment du régime de Vichy, qui a pénalisé les avortements par la peine de mort, qui a instauré un véritable culte de la famille et des mères. Mais cette politique nataliste a ancré les esprits et se trouve encore aujourd'hui dans la forte tradition nataliste française, alors qu'on est en démocratie. De l'autre côté du spectre, les contrôles des naissances et les contrôles de la fécondité, effectivement, se trouvent aussi dans certains régimes autoritaires. On pense à l'Allemagne nazie, bien sûr, on pense à la Chine et à ses actions envers la communauté ouïghour, mais elle existe aussi dans certaines démocraties. On peut citer l'exemple du Canada, qui encore très récemment a stérilisé et avorté de force des femmes autochtones, et à la France, aujourd'hui en démocratie, qui incite ou force les femmes, notamment les femmes racisées, à se faire stériliser. À La Réunion pendant les années 60 et 70, mais aussi aujourd'hui, encore en 2023, à Mayotte. Donc, en fait, certes, le contrôle du ventre des femmes est une caractéristique des régimes autoritaires, mais elle ne se limite pas seulement à ces régimes-là. Vous êtes Team Corinne? Un peu. Merci. Merci. Merci beaucoup, on applaudit Lorraine Lévy. Merci d'être venue. Après cette vaste question qui est la liberté, nous changeons de chef d'accusation. Et pour avancer sur ce fait, j'appelle à la barre. Monsieur le Président, oui. Oui. On est désolé, en fait, on a un témoin qui s'est intercalé. Est-ce qu'on pourrait faire intervenir un témoin supplémentaire surprise? D'accord, c'était pas prévu dans le conduc. Très bien, comment s'appelle votre témoin? C'est un certain Thomas Malthus. Thomas Malthus, 1766-1834. J'ai hâte de voir la gueule de Thomas Malthus, très bien. Ouais. Qu'on l'appelle à la barre. Monsieur Malthus, s'il vous plaît. Non mais faut pas déconner, c'est un sosie de Pavarotti qu'ils ont trouvé dehors. Enfin, je veux dire... Bonjour Monsieur Malthus. Bonsoir. C'est très gentil à vous d'avoir fait le déplacement. Monsieur Malthus, dites-moi si je me trompe, vous êtes économiste et démographe à la cour du roi George IV d'Angleterre. C'est ça? Correct. Excellent. Monsieur Malthus, vous êtes notamment connu pour avoir écrit un ouvrage intitulé « Essai sur le principe de population », correct? C'est correct. Fantastique. Les chiffres et des lettres. Monsieur Malthus, est-ce que vous pourriez éclairer nos jurés quant aux propos que vous avez développés dans cet ouvrage? Bien sûr, pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers de ma théorie, j'ai constaté que la population mondiale... Un peu plus loin du micro, monsieur Malthus. J'ai constaté, je ne suis pas accoutumé. Vous n'êtes pas obligé de vous rapprocher, c'est nouveau pour vous. C'est très nouveau pour lui, on s'en rend bien compte. On vous prend des dépourvu, vous pouvez vous tenir droit, il n'y a pas de souci. Le respect se perd. J'ai constaté que la population mondiale augmentait selon une progression géométrique, c'est-à-dire 4, 8, 16, 32, 64, vous avez compris, alors que la production de nourriture, elle, n'augmente que de façon arithmétique, 1, 2, 3, 4, etc. J'en ai donc naturellement conclu que tôt ou tard, nous serions condamnés à ne pas pouvoir nourrir tous les êtres humains. C'est brillant, monsieur Malthus. Et du coup, la limite d'êtres humains qu'on est capable de nourrir,
avec les ressources de la planète, elle se situe à peu près à combien? En vérité, je n'avais pas anticipé que vous alliez inventer des moissonneuses-batteuses et autres glyphosates en tout genre. Donc c'est difficile à dire, mais regardez, aujourd'hui, on entend un peu partout qu'une croissance infinie est incompatible avec une planète finie. Ce n'est rien d'autre que mon propos, finalement. Après, c'est à vous de voir. Soit vous régulez vous-même la population, soit les lois de la physique s'en chargeront. Famine, guerre, épidémie. Il me semble que vous en avez eu un aperçu récemment, je crois savoir, monsieur le procureur. Effectivement. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, monsieur Malthus? J'aimerais remercier la postérité de me donner l'occasion d'être ici aujourd'hui, de me tenir devant vous. C'est un réel plaisir. Eh bien, nous lui passerons le mot. Merci, monsieur Malthus. Merci, Thomas. Faites attention sur la route. C'était énorme ce qui vient de se passer, ce qu'on appelle un happening. En termes de divertissement, je pense que vous en avez pour votre argent. J'appelle à la barre un nouveau témoin, c'est Gilles Pison. Monsieur Pison, vous êtes démographe, chercheur à l'Institut national d'études démographiques, l'INED. Mais avant tout, je pense qu'on peut vous qualifier d'aventurier de l'amour. Monsieur Pison, vous allez jurer de vous exprimer dans l'intérêt des... Vous me troublez, monsieur Pison, pardon. Très troublé. Vous envoyez une vibe sexy. Je le jure. Vous le jurez. Oh, il me chauffe, le salaud. Ce témoin est d'abord à la défense. Maître, vous avez la parole. Vous êtes vraiment démographe. On ne vous a pas chopé devant parce que vous aviez un catogan. Est-ce que vous pouvez, pour nous, une bonne fois pour toutes, trancher ce débat? Y a-t-il une explosion démographique? Est-ce qu'on déborde? Alors, du temps de Malthus, on était un peu moins d'1 milliard d'humains. Vous l'avez rappelé, on est 8 milliards aujourd'hui. Et les démographes comme moi vous annoncent qu'on pourrait être un peu plus nombreux, autour de 10 milliards en 2050, mais guère plus ensuite. Les projections des démographes annoncent que, oui, la population continue d'augmenter, mais à un rythme, un taux d'accroissement annuel qui diminue, et ceci depuis 60 ans. Il y a un graphique qu'on va voir. Ce que vous nous annoncez, c'est qu'on va bientôt être 10 milliards, mais qu'on diminue quand même. C'est le taux d'accroissement de la population qui diminue. Certes, la population continue d'augmenter, on est 8 milliards, on est un peu plus chaque année, mais le rythme d'accroissement, lui, il diminue, et ceci depuis 60 ans. Il a atteint un maximum de plus de 2% par an dans les années 1960, et depuis, il a diminué, il est inférieur, il est moitié moindre qu'il y a 60 ans, il est même inférieur à 1%, 0,9%, et les démographes comme moi, quand ils font des projections de population, eh bien, ils font l'hypothèse que la population va continuer d'augmenter, mais avec ce taux d'accroissement qui va continuer de diminuer. Elle aura vu ses effectifs décuplés en 3 siècles, entre 1800 et 2100. Mais le gros de cet accroissement phénoménal, eh bien, il est derrière nous. Il faut donc faire des bébés, ou en tout cas ne pas s'en priver. Dites oui. Il faut faire des bébés. Dites oui. Si on en veut, et puis si on n'en veut pas, il ne faut pas en faire. Magnifique. Gilles, messieurs, dames. Magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Monsieur Pison, j'ai une dernière question brève. Vous l'avez entendu notamment dans le zapping, il y a beaucoup d'opposants à la transition écologique qui expliquent que le changement climatique il vient du fait que nous soyons trop nombreux. Vous venez de nous dire que c'était con, on le gardera bien en tête. Et cet accroissement continu de la population, surtout chez les non-blancs d'ailleurs, hein, parce qu'on a quand même tendance à dire que c'est là-bas qu'ils font trop d'enfants, nous ça va, on a un petit Nathan et on s'arrête. En gros, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a trop d'enfants ailleurs, le problème, c'est pas notre mode de vie. Soyons très clairs et un peu succincts, si vous le voulez bien. La démographie est-elle responsable du changement climatique? Non. Voilà. Et pour la bonne raison, Gilles. Supposez que, je ne sais pas par quel phénomène, tout d'un coup, on ne soit plus qu'1 milliard sur la planète, mais que ce milliard vive de la façon dont les Européens et les Américains vivent, en consommant beaucoup,
en émettant beaucoup de gaz à effet de serre, ben, on n'aurait rien changé au problème. Ce milliard, cette minorité de 1 milliard qui vit en Amérique, en Europe, au Japon, qui a été à l'origine du réchauffement climatique jusqu'ici et qui émet encore beaucoup de gaz à effet de serre. Et au total, c'est sans doute pas la question du nombre qui est la plus importante, mais la question des modes de vie. Merci beaucoup, Monsieur Pizon. Merci. Monsieur Pizon, faire naître une personne supplémentaire aujourd'hui en France, ça entraîne de la consommation de ressources, on est d'accord? Une nouvelle personne. Imaginons qu'un bébé naisse dans cette assemblée par une sorte de miracle. Je voudrais que la Cour note le stoïcisme de Gilles Pizon. Oui, mais je vais en faire mon affaire. Il faut espérer que les bébés qui naissent et ceux qui vont naître, eh bien, ils vont avoir un mode de vie responsable tout au long de leur vie. D'accord. Ça commence dès maintenant. Oui, on peut espérer beaucoup, et c'est super, mais un bébé qui naît maintenant, il naît dans le monde de maintenant. Donc il a des jouets en plastique, il a des Merci vêtements Jean-Claude Van Damme. Voilà. La plupart des bébés qui naissent, ils naissent pas en Europe ou en Amérique du Nord. Hein. Vous êtes en train leur bilan carbone de chercher est très faible. extrait Ceux à pas qui m'aider, naissent monsieur en Pizon. Afrique ont un bilan carbone très modeste. D'accord, mais alors prenons donc un bébé en France, dans la mesure où cet enfant qui naît aujourd'hui, il consomme des ressources, est-ce que ne pas le faire naître, ce serait pas quand même déjà ça de moins? Liberté. Oui, mais moi je vous parle chiffres et vous me parlez liberté. Moi, je vous réponds, si vous ne voulez pas avoir d'enfants, et ça nous a été rappelé, les enfants, ça coûte, c'est fatigant, c'est des contraintes, n'en ayez pas. Ça pollue de ouf. Si vous souhaitez en avoir, et il y en a qui souhaitent en avoir, ben, ayez-en et le nombre que vous souhaitez. Mais faites en sorte de les éduquer pour qu'ils aient un mode de vie durable, responsable, et ceci tout au long de leur vie. Attendez. Alors. Vous êtes très mignon à être en train d'applaudir. N'empêche que s'il avait dit que c'était pas un problème individuel mais un problème systémique, vous auriez applaudi pareil. Et là, on est en train de faire de la transition écologique un problème individuel. Et je pense pas que vous soyez d'accord avec ça. Et il vient de dire le contraire. C'est une question qui doit être traitée à tous les niveaux. D'accord. Hein, l'individu, la communauté, l'État, l'humanité. D'accord, bon là, on va rester sur un niveau individuel, j'ai bien compris. J'arrête, je vous laisse, monsieur Pizon. À mes yeux, c'était Booba contre Caris. Les audiences sont terminées sur le second chef d'accusation relatif aux limites planétaires. Passons au dernier et pas des moindres. Faire des enfants, c'est leur imposer de vivre dans un monde inhabitable. J'appelle à la barre monsieur Nathanaël Wallenhorst, docteur en sciences de l'éducation et en sciences de l'environnement et sciences politiques. Monsieur Wallenhorst, une petite formalité. Vous levez la main et vous jurez de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures. Je le jure. Sympa, merci. La parole est à l'accusation. Ah, un shot de vodka. Petit shot de vodka avant d'y aller. Monsieur Wallenhorst, vous avez beaucoup écrit sur l'Anthropocène. Vortex, faire face à l'Anthropocène, l'Anthropocène décodé pour les humains, ou encore la vérité sur... Oui, j'étais dans un mode un peu monomaniaque. Ouais, vous étiez dans une vibe anthropocène. Si nous poursuivons sur la trajectoire d'émissions de carbone actuelle et d'éradication du vivant, sur laquelle donc nous sommes aujourd'hui, à quoi vont ressembler les sociétés humaines de demain ? Alors, c'est moins marrant là maintenant. Donc, de fait, je ne suis pas futurologue. Par contre, ce que je peux vous dire, un ou deux éléments qui m'ont marqué dans la littérature scientifique. Par exemple, il y a une climatologue qui s'appelle Margot Bador, avec quelques collègues. Elle a écrit un papier où elle précise que les vagues caniculaires pourraient atteindre 55 degrés dans l'est de la France en 2100. 55 degrés, ça désertifie vraiment un territoire qui ensuite devient impropre à la production agricole. Un autre élément, par exemple, les forêts du bassin amazonien, ce qu'on appelle la forêt amazonienne, ce qu'on présente parfois à tort comme étant le poumon de la planète. Donc les forêts du bassin amazonien émettent davantage de carbone qu'elles n'en fixent.
Voilà, donc on voit que la symbiose entre la vie animale et la vie végétale, qu'on a tous appris à l'école, etc., là, est fragilisée et compromise. Ouais, c'est glauque. Mais je veux bien vous dire un mot là-dessus, parce que waouh. Coco, tu es une malade. Je te calme avec tes dessins de merde. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que pendant des années, j'ai plongé dans cette littérature, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures comme ça, et tout est à l'avenant. Hein. Et puis, à chaque fois, ce qu'on apprend dans la littérature scientifique, c'est pire que ce qu'on pensait. Ça m'a littéralement mis à terre de découvrir ces savoirs-là. Et à travers ces savoirs biogéophysiques, j'ai vu vraiment la phase glauque de l'humanité, qui s'appelle domination, préemption, creusement des inégalités entre les riches et les pauvres, entre aujourd'hui et demain, entre les jeunes et les vieux, entre le nord et le sud, etc., etc. Et ça, on ne le perçoit pas uniquement dans des bouquins de sociologie, mais vraiment dans les sédiments. Voilà, je me suis passionné, chacun son trip, pour à un moment donné, pour le débat stratigraphique sur la datation de l'entrée dans l'Anthropocène. Et on n'est pas là pour juger, d'accord? Voilà, c'est gentil. Et donc cette phase glauque, on la voit là, dans les sédiments. Et de fait, ça laisse pas indemne, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc si on continue à ne rien faire, on est d'accord qu'on n'est pas sur un futur très désirable. La trajectoire actuelle du système Terre, elle conduit à un chaos civilisationnel et sociétal. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ensemble de la communauté scientifique, c'est les auteurs du GIEC, c'est Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui ne cesse de le crier et de le crier. De fait, ça conduit à un monde qui est impropre à la vie humaine en société. C'est aussi simple que ça. Voilà. Merci beaucoup. Alors maintenant qu'on a ce constat, effectivement, et du coup cette conclusion qu'on a besoin d'agir, j'aimerais vous présenter une pièce à conviction. Finalement, nos gouvernements, vous semble-t-il avoir pris la mesure de la situation, Monsieur Wallenhorst? La pièce à conviction est géniale, je suis très heureux d'en dire quelque chose. Je vais essayer de retrouver mon calme, parce que ce qu'il faut dire là-dessus, c'est quelque chose de très sérieux. On l'a un peu tendu là. Hein. Non, mais c'est vrai, parce que de fait, en tout cas, bon, voilà, cette photo fait image, en tout cas. Elle fait image d'un certain rapport à la technique, d'une certaine fascination aussi, voilà, pour le développement thermo-industriel, etc. Moi, j'ai passé des dizaines d'heures à regarder les vidéos du youtubeur de l'Élysée. Alors, il poste des vidéos YouTube sur les questions bioclimatiques. Il faut pouvoir nommer les choses, c'est-à-dire on a affaire à un technosolutionnisme, c'est-à-dire la prétention de trouver des solutions techniques à des problèmes systémiques et globaux. C'est un mensonge, il faut le nommer. Aucune solution technique ne peut prendre en charge l'ensemble des problématiques systémiques qui organisent cette problématique trajectoire du système Terre. C'est un mensonge d'État. Et ça, il faut pouvoir le nommer. J'espère qu'il va être jugé un jour. C'est un mensonge criminel, c'est aussi simple que ça. Et c'est une idéologie qui est mortifère, puisqu'elle... Bon bref, voilà, j'ai dit l'essentiel de l'affaire. Non, c'est vraiment un problème. À partir de là, comprenez-vous, oui ou non, que certains disent « stop, nous ne mettrons plus d'enfants au monde dans ce monde ». Oui, ça, je le comprends. J'ai demandé oui ou non. Ah ben oui, bien sûr. Merci, Monsieur Wallenhorst. Non mais... Monsieur Wallenhorst, lorsque vous ne... J'ai pas très bien compris. Lorsque vous ne passez pas des heures à regarder les sédiments ou le YouTube de l'Élysée, mais moi je suis d'accord, on ne juge pas les kinks, hein, chacun son truc. Vous écrivez effectivement énormément de livres. Le dernier, il est ici. Nous allons le voir ici. Il s'appelle « Vous voulez sauver la planète, faites des gosses ». Bon, vous avez compris le message, mais pourquoi est-ce que vous nous dites de faire des gosses dans un monde de merde ? Alors, bon, non mais c'est sûr, on pourrait imaginer on pourrait se dire, mais attends, c'est les barges, c'est un paradoxe. On se l'est déjà dit sur Corinne, donc vous inquiétez pas.
Moi, je pense que le monde aujourd'hui est organisé, se réorganise, enfin, comment dire, l'espace politique qui se réorganise autour de deux grands ensembles. Un grand ensemble qui souhaite que la démocratie puisse se réencastrer au sein des limites planétaires, et un deuxième grand ensemble qui repose en fait sur la transgression des limites planétaires et le déni des limites planétaires. Donc aujourd'hui, il y a un combat. Il y a un combat sur le plan des idées et il y a un combat qui est un combat politique. Ce combat, c'est simple. On doit le gagner. On n'a pas la possibilité de le perdre. Ce combat, c'est que les mesures sociopolitiques que nous allons prendre soient suffisamment radicales, fermes, pour contenir l'emballement bioclimatique. Le climat s'emballe, les écosystèmes de la biosphère s'effondrent, et nos sociétés, parce qu'on est des vrais teubés, accélèrent. Et voilà, et en fait, on a une espèce de tourbillon là comme ça qui nous embarque vers un horizon où la vie humaine en société n'est plus possible. Et ça, ce combat-là, cette guerre, désolé, c'est un peu guerrier, mais c'est quelque chose de cet ordre-là qui se passe. On doit le gagner. On doit le gagner pourquoi ? Pour que la pérennité de la vie humaine en société demeure possible. On doit le gagner pour que d'autres puissent advenir et puissent avoir aussi le plaisir de vivre. Donc il y a un combat à gagner. Mais le rôle des enfants dans ce combat, parce que là, on comprend, ça pourrait s'appliquer à nous. Alors, pourquoi il faut faire des mômes ? Le rôle des enfants, les enfants n'ont pas de rôle dans ce combat. C'est les adultes qui portent sur eux la responsabilité du monde pour permettre aux enfants de trouver un monde hospitalier. Les enfants sont la raison pour laquelle ce combat, on doit le gagner, mais il n'est pas sur leurs épaules. Une autre chose aussi, c'est le moyen le plus efficace pour contenir l'emballement bioclimatique, ce serait, et donc Gilles l'a bien rappelé, ce serait à un moment donné qui est moins de riche, donc d'inventer la guillotine à riche. La guillotine à riche, de fait, ce serait particulièrement efficace. Il faudrait positionner une limite aux alentours de 600 € net, quelque chose comme ça. Ça dépend comment on fait les calculs. Donc dans la salle, vous voyez bien, on ne serait pas beaucoup à... J'entends dans un calcul en référence à la question des accords de Paris, etc., voilà, d'ici 2050. Donc quand on prend les choses par ce bout-là, le c'est qui est de trop... moi, d'emblée, je suis un petit peu mal à l'aise. Alors évidemment, c'est qui est de trop, c'est un tout petit peu moins gênant de se dire c'est ceux qui ne sont pas encore là, etc. Bon, voilà, mais il me semble qu'il y a dans ce combat qui est à mener et qui est à gagner, il est à faire contre la consommation absolument excessive qui est la nôtre aujourd'hui, et puis qui est complètement dépolitisée, et ça c'est un vrai problème. Alors on va arriver là. D'abord, j'ai une pensée émue pour celles et ceux d'entre vous qui sont de droite et qui sont là ce soir. Du coup, il faut fonder dans la loi ce qui va nous permettre de contenir l'emballement bioclimatique. Alors évidemment, ça va râper. Ça, c'est sûr, ça va râper. Et je ne vois pas comment on peut faire abstraction, par exemple, de quotas. Alors pas uniquement les quotas individuels à la consommation, bien sûr, mais fondamentalement, des quotas qui vont contraindre à un moment donné les modes de production. Et puis, bien sûr, que tous les choix de consommation, etc., qu'on s'est attardé à dépolitiser, il va falloir les repolitiser. Merci. Merci, maître. Monsieur Wallenhorst, pardon. Monsieur Wallenhorst, venez. Je crois que, au nom de tout le public, est-ce que je peux vous taper une bise ? Très bien, mesdames, messieurs, les auditions sont terminées. C'est l'heure de la dernière chance pour les avocats et procureurs de nous convaincre. Ils vont faire leur dernière... j'ai aucun terme technique. Ils vont faire leur truc, là. Et vous pourrez ensuite prendre votre verdict. La parole est d'abord à l'accusation. À la question qui nous anime aujourd'hui, faut-il encore faire des enfants ? Nous aimerions répondre que non. Il ne faut pas, mais dans le sens où ça ne devrait plus être une obligation morale, une norme, un devoir de bonne citoyenne. Alors sur le papier, bien sûr, chacun est libre de faire ou non des enfants. Mais dans les faits, est-ce qu'on est vraiment libre de ne pas en faire ? Que vaut une liberté si quand on l'exerce, on nous somme de nous justifier ? On l'a entendu durant ce procès, l'injonction à la maternité est bien réelle. Avoir des enfants s'impose encore comme la norme, et devrais-je même dire avoir
2 enfants s'impose comme la norme, hein, puisque finalement, si on en a un seul, oh là là, c'est triste, il va être tout seul. Et en même temps, en avoir 3 ou plus, oh là là, c'est beaucoup, hein, les enfants, les enfants, les enfants. Hein. Donc, avoir 2 enfants s'impose comme la norme. Une norme bien établie qu'on ne cesse de te rappeler tout au long de ta vie. Enfin, arrivé à un certain âge, ça s'arrête. Hein. Je pense que maintenant, Jennifer Aniston, on lui fout enfin la paix. Mais en tout cas, toi, femme non ménopausée, si tu oublies cette norme, la norme se rappellera à toi. Toujours. Et tout ça, c'est vraiment loin d'être anodin. Ça conditionne la vie des femmes bien au-delà de la maternité. Mesdames, je m'adresse à vous, mesdames les jurées notamment, autour de la trentaine, vous en connaissez sûrement, combien de femmes sont embourbées dans un couple nul, mais hésitent à partir, de peur de ne pas retrouver quelqu'un à temps si jamais elles veulent faire un enfant. Combien ne sont pas en couple, mais ont la pression de trouver quelqu'un qui potentiellement sera nul. Mais c'est pas grave, parce qu'on est prêt à revoir son niveau d'exigence, souvent déjà très bas. Combien n'aiment plus leur taf, mais ne changeront pas, parce que, écoute, on n'est pas sûr de vouloir un enfant, mais imagine, je tombe enceinte 1 mois ou 1 an à peine après avoir commencé, vraiment, ça le fait pas. Et combien, à l'inverse, voient un job leur échapper, sans le savoir. Pourquoi? Mais parce que le recruteur partira du principe que celle-ci, vu son âge, elle va nous foutre un congé maternité dans les pattes dans pas longtemps. C'est tous ces impacts qu'on ne voit pas, tous ces impacts, et moi-même, je me sens concernée par certaines de ces situations, je les ai vécues. Alors, faut-il encore faire des enfants? Non, il ne faut plus. Nous vous enjoignons toutes et tous à vous émanciper de cette injonction. Maintenant, on va aller un peu plus loin, et on va essayer de prendre la question dans l'autre sens. Est-il souhaitable de continuer à faire des enfants dans le monde actuel? Là encore, on voudrait dire que non. Corinne Mayer nous l'a dit, ne pas faire, c'est politique. Les enjeux sont trop importants pour rester sans rien faire et penser que ça ne nous concerne pas. Il est temps d'agir. Alors agissons, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, 26 juin 2023, nous vous proposons d'entamer une grève. Non pas une grève de la faim, mais une grève de l'enfant. Phonétiquement, c'est très proche. Je tiens cependant à vous assurer que dans les faits, c'est très différent, notamment en ce qui concerne l'utilisation des extrémités de votre système digestif, dont l'usage est aussi exclu dans le cas de la première qu'il est très encouragé dans le cas de la seconde. Mais passons néanmoins sur ces considérations organiques. Il l'a eu, mais quelques secondes plus tard. Pourquoi une grève? Eh bien, tout simplement parce que dans beaucoup de cas, il n'y a que ça qui marche. Il y a quelque temps, le 24 octobre 1975, il s'est passé en Islande quelque chose d'absolument extraordinaire. Ce jour-là, pour protester contre des écarts de salaire absurdes et contre l'absence de la moindre forme d'équilibre dans le partage des tâches à la maison, 90% des femmes islandaises ont refusé d'aller travailler, refusé de s'occuper des tâches ménagères, refusé de s'occuper de leurs enfants. Et ce jour-là, il leur a pas fallu 24 heures pour mettre leur pays à genoux, à l'arrêt. Faisant ainsi passer sans violence un message très clair qui est « les choses tournent parce qu'on les fait tourner ». Donc, si vous voulez que ça continue, vous allez vous sortir les doigts et commencer à nous respecter un petit peu. Aujourd'hui, la stabilité socio-économique de ce pays, la France, elle dépend de ce que nous, Françaises, Français, nous fassions ou non des enfants. Ces enfants, on peut les faire ce soir en rentrant à la maison, on peut les faire pendant les vacances cet été avec des monos de voile, peu importe, tant qu'il y a des enfants français à l'arrivée. Car l'État compte sur eux, sur leur travail, notamment pour se financer. Or, ce même État, qu'est-ce qu'il promet aux générations futures? Il leur promet des vagues de chaleur à 55 degrés, de plus en plus nombreuses, avec les morts qui vont avec, à faire passer l'été et la canicule qui nous ont privés de papy pour un doux matin de printemps. Il leur promet de continuer à renvoyer leur papa au bout d'un mois de congé maternité, soit bien avant qu'un bébé soit capable en fait, de reconnaître un visage de papa d'une pastèque, globalement. Il leur promet que leur vie entière, ils devront jouer la boule au ventre, le jeu d'un système économique dont on sait qu'il est voué à l'échec. Ce monde, il est sexiste, ce monde, il est pollué. Et ceux qui nous discriminent, ceux qui le salissent,
Ils osent vous demander de faire naître et grandir encore plus de bouches pour consommer et de bras pour produire. On peut dire non. Ce système compte sur nous. Forçons-le à l'admettre. Faisons-lui le coup de la panne, le temps qui nous respecte. Démarrons, dès ce soir, une grève de l'enfant. Merci à vous. Pour l'accusation, l'écologie, c'est un problème de cul. Chérie, tu veux pas un petit dernier? On n'a pas fini de détruire l'Amazonie. C'est tellement con, on dirait du Nadine Morano. Les questions de société que nous examinons ce soir méritent beaucoup mieux qu'un délire catastrophiste, culpabilisant et castrateur. Ils méritent la vérité. Et la vérité, c'est qu'aucun des chefs d'accusation ne tient. On ne fait pas d'enfants uniquement par injonction capitalisto-patriarcale, le dérèglement climatique ne vient pas d'une hypothétique surpopulation, et l'écologie doit être un combat fondamentalement collectif, pas un argument de vente pour du Rex. Vous voulez sauver la planète ? Alors lâchez-nous les gonades. Mon utérus, mon choix. Si je veux faire 0 enfant, 1 enfant ou 10 enfants, c'est mon choix. Jusqu'où la main de l'homme ira-t-elle? Se glissera-t-elle jusqu'entre nos jambes pour étouffer nos désirs de parentalité? Pourquoi empêcher ce que la nature permet? Au nom même de la protection de la nature, avoir un enfant charrie une dimension bien supérieure à la pure dynamique consumériste. On n'est pas dans un « j'achète pas ». Il n'y a qu'à entendre l'émouvant témoignage de Caroline Vigoureux et Julie Fichera pour le comprendre. Ce n'est pas un élément que l'on raye de la liste de courses. On ne décide pas d'arrêter de consommer l'item enfant comme on réduit sa consommation de gluten. Oui, enfin, vous dites ça parce que vous avez déjà 2 mots, mais donc si j'en crois l'accusation, vous êtes un affreux suppôt du patriarcat. En effet, j'ai accueilli dans ma vie Joséphine 4 ans et Thelma 8 mois. Cela fait donc plusieurs années que je fais preuve de la faiblesse absolue d'aimer, de chérir et de dédier mon temps à 2 êtres qui n'ont certes rien demandé, mais qui pourtant me rendent si bien leur bonheur de vivre. Et non, je ne me sens pas leur esclave. Je me sens infiniment chanceuse d'avoir réalisé ce rêve. Un rêve qui implique des responsabilités, certes, un rêve exigeant. C'est cette exigence qui peut peut-être surprendre, qui peut désarçonner. Quiconque a déjà chéri une forme de liberté juvénile ou a follement apprécié ses premières années de nullipare. Oui, putain, c'est chaud d'être maman. Il y a des mamans ce soir dans la salle par applaudissement? C'est dur à mort, j'en peux plus des lessives. Maintenant, j'ai atteint un âge où quand je fais une fellation, je pense plus à mes draps qu'à mon mec. Oui, c'est dur. J'ai atteint cet âge où je préfère avaler que lancer une machine. Oui, c'est dur. C'est dur. C'est dur d'avoir des enfants. C'est dur d'avoir un mari. C'est peut-être ça la nostalgie qu'évoque Corinne Mayer. Et il est sain, certainement, de ne pas être que père ou que mère. Mais être parent n'empêche pas d'être soi. Bien au contraire, c'est même parfois l'opportunité de grandir et de devenir la meilleure version de soi-même. Je refuse de vivre une énième injonction, une énième dictature. Tu ne veux pas d'enfant? Ce n'est pas grave. Tu veux un enfant? Ah, je ne t'imaginais pas comme ça. Combien de fois j'ai dû justifier le nombre d'enfants que je voulais? Je n'ose même pas imaginer le calvaire que vivent les gens qui veulent 3 enfants et plus. Donc la planète qui brûle, les tortues de mer, Adèle Haenel, t'en as rien à foutre, toi, c'est tous à Dubaï sur des jet skis. C'est ça qu'ils doivent entendre toute la journée. Même l'accouchement est devenu politique. Les dictats sont partout, pesants, surtout quand ils revêtent les habits de la bienveillance, de la bien-pensance ou pire, de l'écologie. Sauf que soyons clairs, les procureurs sont à l'écologie ce que Francis Lalanne est à la politique, à la chanson et même à la mode, si on y réfléchit. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont dans un délire idéologique liberticide complet. Parce qu'en plus d'être contre les femmes, ce procès va contre l'écologie. Nous ne ferons pas la transition écologique contre les gens. Il faut un soutien massif et collectif à la bifurcation de nos sociétés. Et en face, quel signal veut envoyer l'accusation? Que l'écologie est contre la vie, la joie, le futur. On va convaincre qui exactement si la première chose que l'on demande, c'est d'abandonner la source de bonheur d'une vie?
avoir des enfants. En fait, pour l'accusation, Greta Thunberg ne suffit plus. Non. En fait, la vraie figure de l'écologie, c'est Véronique Courgeot. Elle a tué 3 de ses enfants, elle en a mis 2 au congélo. Ouais, ça c'est écolo! Et dire que les écologistes étaient déjà traités de Khmer vert. Parce qu'en fait, que ce soit très clair, le ministère public a beau jeu de dire que c'est juste la grève. Parce que la réalité, c'est que les deux adeptes du coitus interruptus, ils sont aussi utiles à la transition écologique que Total. Parce que pendant qu'ils demandent aux couples les plus soucieux de la planète de ne plus se reproduire, Elon Musk, il a 10 mômes. En fait, il a tellement de mômes que d'ailleurs, il leur donne des numéros de série plutôt que des prénoms, ça l'arrange. Vous pensez qu'il va leur transmettre quelle valeur, Elon, entre 2 concours d'orbite avec Jeff Bezos et un octogone avec Mark Zuckerberg? Nous avons besoin aujourd'hui d'enfants éduqués par des parents conscients des impératifs écologiques. Et puis surtout, demander aux gens de ne plus avoir d'enfants, c'est achever le travail de culpabilisation et d'individualisation mené par ceux qui s'opposent à la transition écologique. Ne condamnez pas l'espoir d'un monde meilleur. Et vous tous et toutes, ici présents, luttez pour le faire advenir, pour vous et vos enfants. Alors surtout, lâchez-vous les gonades. Merci. Je vais demander donc maintenant aux 4 jurés de me suivre pour délibérer. Nous serons de retour dans 5 minutes. Et en notre absence, vous, public, vous allez échanger avec vos voisins, faire des petits groupes, des exercices, des jeux de rôle. On va se délibérer ensemble, puisqu'ensuite je prendrai votre voix à l'applaudimètre. C'est un système qui a déjà fait ses preuves. Alors, à l'applaudimètre. Faire des enfants, c'est perpétuer des injonctions sociales sexistes. Il faut que je parle dans le micro. Alors, pour oui, applaudissez. Respectez ma main gauche. Pour non, applaudissez. En tant que président juge, je peux le dire, de par mon oreille interne, c'est le oui qui a gagné. Une grande majorité de oui a gagné d'ailleurs. Et donc, je dis de la merde. Le verdict, voilà, pardon, j'avais pas le mot. C'est pas exactement ce que j'ai entendu. Pas trop justice, je pense que vous l'avez senti un peu tout au long de la soirée. Je suis pas à tout le... Le verdict est donc coupable. Quoi La condamnation. Attendez, pardon, je respecte immensément, mais je crois que vous entendez de la merde là. Non, parce qu'il y a vraiment, par rapport à oui, était vraiment plus fort et puis vraiment retourne à ta chaise. Donc le verdict est donc coupable. La Cour déclare coupable tous les parents ayant eu des enfants au cours des 12 derniers mois et les condamne à rendre leurs enfants dans les plus brefs délais. Des boîtes préaffranchies seront distribuées à la sortie avec un timbre spécial, une collab avec Balenciaga qui a revisité le logo bébé à bord. Voilà. Pour le deuxième chef d'accusation, faire des enfants, c'est contribuer à l'épuisement des ressources. Pour le oui, applaudissez. Non mais quand je fais ça, vous arrêtez d'applaudir. Pour le non, applaudissez. Oh là là, les gens sont de mauvaise foi. Hein. On l'a dit, c'est factuel. Bah, désolé, mais c'est malheureusement le non qui l'a emporté, parce qu'il y avait des jurés qui votaient quand même. Donc le verdict est coupable. Quoi? Attendez, je dis quoi? Non, non coupable. Ah ouais, non, c'est coupable. Si, c'est oui, c'est coupable. Ouais, parce que vous n'étiez pas les seuls à voter, hein, je vous rappelle, il y avait des jurés qui ont voté aussi. Donc la Cour déclare les parents coupables et les oblige à 3 mois de travaux d'intérêt généraux, direction le continent de plastique, pour y ramasser du plastique, justement. Bravo. Monsieur le Président, est-ce que vous pourriez expliquer, peut-être pour le public, comment ça fonctionne? Le public, c'est un vote. J'ai senti que le public était dubitatif. Je vais réexpliquer. En fait, les jurés ont voté et vous êtes la 5e voix.
Et alors, ils ont voté quoi sur les 2 précédents? Parce que moi, j'ai quand même l'impression qu'on les tabasse. C'est deux fois oui, c'est 2 fois 3 oui, quoi. Et donc, pour le dernier chef d'accusation... J'adore. Ça va être super en replay, ça. Chef d'accusation numéro 3, faire des enfants, c'est leur imposer de vivre dans un monde inhabitable. Pour le oui, allez-y. Je comprends. Et pour le non, allez-y. Non, là c'est le oui. Là, c'est le oui. Moi, j'entends un non. Moi, j'entends un non supérieur. Mais c'est Non, dingue, les à chaque fois, premiers on est jamais qui ont d'accord avec applaudi, vous, Monsieur le Président. c'était plus fort. Et notre jury citoyen a dit quoi? Alors, je coche le non, mais le jury citoyen a dit 3 fois oui contre 2 non. Ok. Donc, c'est coupable, encore une fois. Et donc, le verdict coupable. La Cour déclare les futurs parents dans la salle coupables et les condamne à vivre l'enfer que vivront leurs futurs parents. Pour ça, la Cour oblige les parents à être caissières au H&M des Halles lors du premier jour des soldes au rayon accessoires. Vous pouvez vous applaudir. Mais j'ai l'impression de toute façon que les dés étaient déjà assez oui, c'est ça. étaient jetés avec le jury. On peut même dire que toute cette parenthèse est assez inintéressante puisque le sort était déjà assez jeté. C'est pour ça on s'est dit on fait quand même participer le public. J'ai bien compris que la démocratie c'est mort. Donc on fera plus jamais participer le public. Voilà, vous avez gagné ça. Super, avec votre attitude de merde. En tout cas, on passe une bonne soirée. Mais on peut applaudir les jurys. Vous pouvez retourner à vos places. Vous pouvez allez-y. Merci. Trop mimes. Merci. Mesdames, messieurs, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée et au nom des générations futures, réfléchissez un peu avant de prendre la décision de faire des gosses en rentrant, par exemple ce soir, si jamais le président juge vous a un peu excité. Voilà, réfléchissez à 2 fois et puis si vous le faites, malgré tout, faites-le en pensant à moi pendant que vous le faites. Et c'est le coup de marteau qui va clôturer cette soirée. Attention!